Bienvenue dans le premier épisode du podcast de Taureau où nous mettons en lumière celles et ceux qui façonnent l'innovation durable au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Suzanne qui est analyste senior chez Taureau. Bonjour Bonjour. Suzanne. Bonjour. Alors, nous avons quelques questions à te poser aujourd'hui. Peux-tu déjà nous parler de ton parcours et de tes études jusqu'à aujourd'hui? Très bien. Bien, bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Suzanne. J'ai fait des études d'ingénieur, donc des études d'ingénieur généraliste, avec une spécialisation dans le bâtiment et l'énergie. Donc voilà, classe prépa, école d'ingénieur généraliste, spécialisation. Donc moi, mon boulot, ça a été d'abord de faire des études thermiques pour des bâtiments, pour les permis de construire. Donc ça, c'était mon stage de fin d'études. Et puis après, rapidement, je me suis orientée, enfin mon premier poste en tout cas, c'était dans une entreprise où je faisais faire des économies d'énergie à des centres commerciaux, des Leclerc, des Lidl, des Monoprix, un peu tout le monde, sauf Auchan. Mais voilà, un peu tout le monde. Donc ça, c'était mon métier. Donc il y avait cette partie vraiment technique de comprendre les systèmes qui faisaient tourner l'énergie, donc tout ce qui est chauffage, éclairage, etc. Et donc toute une partie un peu relation client avec du coup les directeurs des centres commerciaux. Donc voilà, c'est un métier assez complet. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et à la suite de ça, j'ai complètement changé de voie. J'ai fait une formation pour réparer des machines à laver. Alors, rien à voir, en fait, ça me manquait un petit peu ce côté un peu concret de faire des choses avec mes mains. Donc voilà, j'ai mis les mains dans le cambouis, littéralement, bon, presque littéralement. Et donc, du coup, j'ai appris à réparer des machines à laver. J'ai jamais pu terminer cette formation parce que je me suis blessée. Donc du coup, j'ai jamais pu terminer. Mais c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu et quelque chose que j'encouragerais tout le monde à faire, de changer, en fait, de faire des choses différentes. Toujours est-il qu'après ça, je me suis réorientée vers un métier un peu plus bureau. Donc j'étais dans un bureau d'études en environnement. J'ai fait des études, des analyses de cycle de vie. Ok. Donc l'idée, c'était de déterminer en fait sur un produit. Donc moi, j'étais dans la partie bâtiment. Donc par exemple, une fenêtre. Alors pour construire une fenêtre, quel matériau est-ce qu'il faut extraire, quelle quantité d'énergie est-ce qu'il faut consommer, quelle quantité d'eau il faut consommer, qu'est-ce qu'on pollue, quel impact sur la biodiversité on a. Et donc ça, à chacune des étapes du cycle de vie. Donc de l'extraction des matériaux, toute la partie transport, la partie transformation dans l'usine, entre la vitre, assembler le cadre, etc. La durée de vie du produit, donc une vitre roule à laver, donc on prend en compte le produit nettoyant, et à la fin de vie. Donc ça peut être le recyclage, la mise en zut, quand ça devient un déchet qu'on entrepose, quoi. Donc ça, j'ai fait ça pendant un petit peu moins d'un an. Sur le papier, ça avait l'air super, mais donc on créait des tâches. En fait, je remplissais des gros tableaux et c'était pas. Moi, ça m'intéressait assez peu finalement. Ok. Et donc ça m'a amené jusqu'à il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, à rentrer chez Taureau. Voilà. Et donc chez Taureau, donc là j'en suis à ma deuxième mission. Donc j'ai fait une première mission donc chez un sous-traitant. Et en fait l'idée c'était de travailler avec l'optimisation énergétique de deux de leurs usines de production, en fait. Une usine où ils fabriquaient des pièces et une autre usine où ils assemblaient des tronçons d'avion. C'était assez impressionnant. Et donc là, je suis revenue vraiment à mon cœur de métier, on va dire, qui est vraiment l'énergie, les économies d'énergie. Et donc, ma mission, c'était d'identifier des actions d'économie d'énergie, puis les mettre en place derrière, les chiffrer, puis les mettre en place. Voilà, donc tout un process. Donc j'ai fait ça pendant à peu près un an. Et là, depuis un peu plus d'un an aussi, j'ai changé de mission. Et aujourd'hui, je monte des dossiers de subvention. Alors, c'est pas vraiment des subventions, mais je monte des dossiers pour aller chercher de l'argent, on va dire, pour faire des économies d'énergie dans l'industrie. En gros, j'ai des industriels qui viennent voir l'entreprise, qui disent bah, nous, on veut aller chercher cette subvention-là, sauf que
c'est des dossiers un petit peu techniques et compliqués à monter, donc on fait appel à mon expertise. Voilà, en gros, mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Bah, parfait. Eh bien, qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers l'ingénierie et plus particulièrement le développement durable? Ouais, alors l'ingénierie, c'est ma maman, je pense, parce que ma maman était enfin elle est toujours, très scientifique et très orientée technique, et même à la maison, elle a toujours des projets où elle fait des calculs dans tous les sens, et voilà, elle m'a vraiment donné cette fibre-là de la science et de la technique. Et quand j'étais au lycée, je savais pas ce que je voulais faire, aucune idée du métier, mais je savais que je voulais faire de la science et de la technique, que je voulais utiliser mon cerveau pour résoudre des problèmes. Et c'est possible, des problèmes techniques concrets qui ont une vraie réalité, et pas des grands concepts. Voilà. C'était un peu mon truc. Donc ça, c'est pour la partie vraiment ingénierie. Et pour la partie développement durable, ça remonte un peu plus loin. À quand j'étais ado, en fait, mes parents m'avaient montré le film Une vérité qui dérange de Al Gore. Alors Al Gore Une vérité qui dérange, pour ceux qui ne voient pas, Al Gore, c'est l'ancien concurrent au présidentiel américaine face à George Bush, donc il a perdu face à Bush. Et après ça, il a fait toute une série de conférences dans le monde entier pour parler du réchauffement climatique et des taux de CO2 qui augmentaient, et que ça allait poser un certain nombre de problèmes, et donc sensibiliser par rapport à ça. Et donc ce film-là racontait cette conférence, bon, un peu romancée, mais du coup, à cette époque-là, ça a été une vraie claque pour moi, ado. Et donc derrière, après, ça a été, j'ai continué d'alimenter ce truc-là. Mais ça a été un peu, si on veut, la graine qui a fait germer l'écologie en moi par la suite. Donc c'est un peu ça. Et donc ensuite, au cours de mes études, bah, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc j'ai fait prépa, c'est généraliste. J'ai fait une école généraliste parce que je savais toujours pas. Donc, je savais que je voulais faire du génie civil, mais j'en savais pas trop, pas trop plus. Je voulais faire des ponts. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais je voulais faire des ponts. J'ai intégré une école qui avait un département génie civil assez réputé. Et puis, au sein de ce département, il a fallu choisir une spécialisation. Et ça a été plutôt évident pour moi, parce que d'un côté, on avait ceux qui faisaient de la structure et du béton, plutôt émetteurs de gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, il y avait un peu les écolos qui faisaient de l'énergie. Et donc, j'ai choisi cette branche-là, et c'est un choix que j'assume et que je regrette pas du tout aujourd'hui, parce que c'est toujours un milieu qui me passionne. Donc voilà, un peu comment ça s'est fait, mon petit parcours. Et ben, du coup, je reviens un petit peu sur la question d'avant en te demandant s'il y a eu un moment décisif ou une personne que tu as rencontrée qui a rendu ton parcours, oui, voilà, qui a tourné ton parcours vers ce métier. Bah, après, non, je dirais que c'était plutôt assez progressif en fait. C'était au fil des rencontres, au fil des discussions, au fil des informations que j'avais. J'ai continué à me renseigner un peu sur tous les sujets de l'énergie, parce que voilà, ça m'intéresse, sur les sujets liés à l'écologie au sens large, au changement climatique évidemment. Donc voilà, c'était plus une réflexion personnelle, et ce que je constate dans la société autour de moi qui a continué d'alimenter ce truc-là. Euh, Après, des rencontres, non, on en fait tout le temps, mais non, je pense pas qu'il y ait eu de moment décisif pour moi, ça a été assez progressif. Peut-être quelque chose, et je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que je pense que c'est vraiment important, le fait de changer. Alors moi, je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi, le fait de changer d'environnement, d'entreprise, de région, enfin le changement de manière générale, parce que j'ai aussi pas mal bougé de région. Je trouve que c'est hyper riche, et parfois ça peut faire peur, mais j'encourage ceux qui se posent la question à le faire, parce qu'effectivement, on apprend toujours beaucoup plus en changeant, parce qu'on est toujours un peu déstabilisé. Ça convient pas à tout le monde, mais c'est vrai que c'est toujours assez riche, que ce soit en termes de personnes, de région, de quoi que ce soit. C'est sûr. D'accord, bah, très bien. Quel a été ton premier projet marquant dans le domaine? Ouais. Alors du coup, je dirais que ça a été vraiment ma première expérience, forcément. Ma première vraie expérience. J'ai eu des petites choses qui se sont mal passées pour démarrer, et puis après j'ai eu mon vrai premier poste. Je suis restée 4 ans. Donc je suis restée 2 ans à Paris, puis 2 ans à Lyon. Donc comme je disais, j'aime bouger. Et
Et c'était assez marquant parce qu'au début, c'était vraiment le job de mes rêves, quoi. Donc, j'ai toute fraîche sortie d'école, tout feu, tout flamme, on va faire des économies d'énergie, on va sauver le monde. Vraiment beaucoup d'entrain, beaucoup de. euh, un vrai enthousiasme, vraiment, à travailler. Euh, et puis par la suite, je me suis dit, bon, bah, effectivement, je fais gagner de l'argent à des grandes surfaces, qui n'est pas forcément le modèle de société dont je rêve. Forcément, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas aussi. Est-ce que faire des économies d'énergie, ça compense le fait que je leur fais faire de la marge et qu'ils font pas ce que j'aimerais avec? Voilà, donc au bout d'un moment, il y a eu vraiment des questionnements qui sont arrivés. Mais c'est vrai que au début, c'était vraiment une vraie rencontre avec ce milieu de l'énergie et qui me passionne encore aujourd'hui. Donc vraiment, je regrette pas du tout d'avoir eu cette expérience. C'était vraiment très, très enrichissant. Mais voilà, c'était vraiment la première chose marquante dans ma carrière, c'était vraiment ce poste-là. Ok, très bien. Aujourd'hui, quel type de projet tu accompagnes du coup? Tu en as un petit peu parlé au début, mais... Ouais, j'en ai un petit peu parlé au début. Donc moi, je suis toujours dans le domaine de l'énergie. Alors, c'est marrant parce que je me considère comme une généraliste de l'énergie. Donc l'idée, c'est que je connais plutôt bien tous les systèmes qui, entre guillemets, manipulent de l'énergie. Donc euh, tout ce qui est pompe à chaleur, chaudière, tout ce dont on a besoin notamment dans l'industrie, parce qu'aujourd'hui je travaille en industrie pour faire tourner les usines. Tout ce qui est de système de chauffage aussi. Mais il y a plein de choses que je connais pas. Le nucléaire, c'est un milieu que je connais, dans lequel j'ai jamais travaillé, que je connais très très mal. La géothermie, j'en ai jamais rencontré, je connais encore assez mal. Donc l'énergie, c'est vraiment un domaine qui est passionnant et qui. J'ai oublié ta question. Je suis désolée. je parle, j'ai oublié ta question. C'est quel projet tu accompagnes aujourd'hui? Oui, mais c'est bien, tu parles d'autre chose. Ah, je parle de plein de trucs. Donc oui, donc, je suis une généraliste de l'énergie. Donc on va en rester là. Et le projet que j'accompagne aujourd'hui me permet de mettre en application tout ça et de continuer d'apprendre des choses parce que, donc comme je disais, mon boulot, c'est euh, de comprendre les projets d'économie d'énergie que des industriels peuvent avoir. Mais ça peut être dans l'automobile, dans la chimie, dans l'agroalimentaire, dans la fabrication de briques. Vraiment, j'ai vraiment de tout. Ok. Et ça peut être sur du chaud, du froid, de la vapeur, de l'eau surchauffée, avec tout type d'énergie, donc de la biomasse, du gaz. Donc vraiment, je suis obligée d'un peu tout connaître. Et donc mon boulot, c'est de comprendre un peu tout ça, d'avoir tous ces enjeux-là, comprendre assez rapidement le projet du client, et ensuite d'appliquer les règles du dispositif dans lequel je m'inscris, donc qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est un dispositif réglementaire, il y a tout un tas de règles à connaître. Et donc l'idée, c'est d'appliquer en fait ces règles-là au projet pour aller chercher du coup un maximum de subventions pour ces clients-là. Donc voilà, c'est ce genre de choses que je fais et c'est passionnant. Bah, ça a l'air en tout cas. Moi, ça me passionne. Ça fait combien de temps que tu es dans ce projet? Alors, ça fait depuis avril 2024 et nous sommes en juillet 2025, donc un petit peu plus d'un an. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier? Qu'est-ce que tu trouves challengeant? Ok. Alors, ce que je préfère, ça va pas être super original, mais ça va être la technique. Parce que je suis un peu une geek d'Excel, et donc du coup, en fait, quand il y a des sujets qui sont vraiment techniques, parce que souvent on peut avoir des choses qui sont assez routinières, on va dire, mais quand j'ai un sujet où vraiment il faut que je me pose les questions, et là, si je mets telle pression, comment ça réagit, etc. En fait, c'est ce lien entre la technique et la physique, moi, ça me passionne parce que le fait d'avoir fait des études de physique, forcément pour arriver en école d'ingénieur, ça me permet d'avoir ce regard très physique sur les projets. Et donc ça, j'adore en fait, essayer de me projeter dans des situations où j'ai besoin de ces compétences-là pour comprendre les projets. Et ce qui est le plus challengeant, je dirais, c'est justement ça, c'est que les clients, ils arrivent avec leurs projets qu'ils connaissent en général sur le bout des doigts. Et moi, en quelques dizaines de minutes, il faut que j'arrive à tout comprendre, tout interpréter et tout mettre dans mes petites boîtes à moi de mon dispositif réglementaire et cocher mes petites cases.
Et donc d'avoir cette gymnastique intellectuelle de prendre leurs projets et de les mettre dans mes boîtes à moi, j'adore. C'est challengeant, c'est pas toujours facile, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, tant mieux. Eh bah oui, heureusement que ça te plaît. Ok. Est-ce qu'il y a une mission récente que tu as réalisée ou dont tu es particulièrement fière de toi? Bah, celle dont je viens de parler, je pense. Ok. De manière générale ou est-ce que tu as un exemple en particulier? Non, je dirais de manière générale parce que des exemples, j'en ai plein, mais c'est cette agrégation de plein de petites choses, en fait, enfin, de plein de projets différents qui font que bah, j'ai un métier aujourd'hui qui est passionnant. Donc, non, je suis plutôt fière de ça et on va dire de, de la structure que je pense avoir réussi à amener dans cette organisation-là parce que c'est une nouvelle activité en fait, enfin plus ou moins nouvelle activité pour l'entreprise où je suis. Et donc on est arrivé, on n'avait pas d'outils, on n'avait pas de structure, pas trop de méthodes. Et donc moi je suis arrivée là-dedans, je dis bah ça ne va pas du tout, il me faut des outils, il me faut des méthodes. Et donc du coup voilà, j'ai au fur et à mesure, hein, ça s'est pas fait d'un coup bien sûr, j'ai essayé d'apporter ma pierre à cet édifice-là, de construire des outils, d'avoir un petit peu d'amélioration continue pour dire bon bah ce truc-là on pourrait faire mieux, etc. etc. Okay. Donc c'est peut-être un peu abstrait ce que je raconte, mais ce truc d'essayer de faire mieux pour mieux travailler, c'est aussi un truc que j'ai fait dans plusieurs entreprises et que j'aime bien parce que avoir les mêmes petits irritants et chaque jour ou chaque semaine se dire ah j'ai encore paumé 5 minutes à faire ce truc-là. Oui, moi, dans ces cadrés, ça prend j'aime bien me poser, prendre 1 heure et dire ok, bah, ce truc-là, on évacue et puis après on passe à la suite. Je comprends, je suis un peu pareil. Ouais. Ok. Alors, si on revient un petit peu plus sur ton parcours chez Toro, Ouais. comment as-tu vécu ton intégration chez Toro Ah bah, super bien. Super bien. Alors, donc, ça date d'il y a 2 ans, c'est ça? Ça date d'il y a un petit peu plus de 2 ans, ouais. Ok. Ouais, donc avril 2023, du coup. Donc moi, je suis à l'agence de Nantes, de Toro. Donc on était un petit peu plus nombreux à l'époque que ce qu'on est aujourd'hui. Mais du coup, bonne intégration, que dire? C'est vrai que être consultant, c'est un métier qui est un peu particulier parce qu'on a 2 entreprises en fait. On a un pied chez Toro et quasiment un pied et demi chez le client. Donc c'est toujours un peu délicat, mais c'est vrai que d'avoir des contacts réguliers avec la boîte, ça te permet de se sentir partie d'un projet, on va dire. Donc ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai eu assez de contacts pour me sentir faire partie de ce projet. Donc, ok, bah parfait. Au-delà de l'intégration, donc tu parlais des contacts, comment tu vis au quotidien l'accompagnement de Toro, des consultants en projet chez le client par Toro? Eh ben, alors, je vais parler pour moi, parce que c'est un petit peu délicat de parler pour les autres, mais pour les consultants de manière générale, je sais pas trop. Moi, je sais que je suis arrivée avec déjà une petite expérience, un petit bagage, une petite carrière, dirons-nous. Donc, je suis relativement autonome. Donc, je sais que Toro met en place ce qui est nécessaire pour notamment les juniors, les accompagner et qu'ils ne se sentent pas perdus. Moi, je sais que j'ai besoin d'une certaine autonomie, donc j'aime bien avoir mon espace. Cependant, ça s'est arrivé que ça ne se passe pas forcément hyper bien avec le client et j'ai reçu énormément de soutien de la part de Toro à cette occasion-là. Donc, j'ai l'autonomie dont j'ai besoin, mais il y a aussi la présence qui fait que si jamais il y a souci, Toro est là et on n'est pas laissé tout seul. Ok, donc tu trouves ton équilibre. Exactement. Ok, parfait. Il y avait un autre domaine, un autre thème qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'était un petit peu l'aspect de la femme dans le monde de l'ingénierie. Donc, as-tu déjà fait face à des situations assez compliquées en tant que femme et si oui, comment tu les as gérées? Alors, je vais avoir une réponse qui n'est pas forcément majoritaire. Tant mieux et tant pis. Mais non, plutôt non. Dans ma carrière professionnelle, non.
j'ai eu la chance de toujours tomber avec des gens plutôt sympas et s'ils n'étaient pas sympas, ils n'étaient pas sympas avec tout le monde. Donc c'était pas une question que je sois une femme ou un homme ou quoi que ce soit d'autre. Euh, et, et donc oui, j'ai toujours un peu évolué dans un milieu masculin parce que ma première année d'études après le bac, donc en prépa, on était deux classes de 40. Donc on était 80 et sur 80, on n'était que 6 filles. Donc c'était très masculin dès le début. Ça s'est un petit peu amélioré derrière en école d'ingénieur, mais pas énormément parce que j'étais voilà, dans le génie civil, il y a quand même beaucoup d'hommes. Et après dans ma carrière professionnelle, ça s'est un petit peu équilibré, mais voilà. Là, j'ai un souvenir d'être rentrée de vacances l'an dernier, donc j'ai passé une semaine avec un groupe de 4 copines. Donc on était que des nanas pendant une semaine. Et je suis rentrée 2 jours en formation et j'ai regardé la salle, on était 13 et j'étais la seule femme. Bon, bah c'est comme ça, c'est pas très grave. Mais pour autant, ça n'a jamais été quelque chose de dur à vivre pour moi, parce que je pense que je me suis toujours bien intégrée là-dedans. Et voilà, ça n'a pas été difficile en fait. Et on m'a jamais fait ressentir que j'étais une femme et que j'étais moins ceci, plus cela. Donc c'est assez inhabituel. Ok. Mais je pense que aussi il faut remercier les femmes qui sont passées avant moi, parce qu'en discutant avec des collègues avec davantage d'expérience, elles, pour le coup, me racontent des sacrées histoires qu'elles ont pu vivre, euh, liées au fait que précisément elles étaient des femmes, des choses parfois assez violentes, assez frontales, mais elles ont ouvert la voie dans le sens où bah, aujourd'hui, être une femme dans le monde de l'ingénierie, c'est possible, c'est pas gênant, c'est accepté. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où je dis pas de bêtises, bah, c'est pas grave. Et même si je disais des bêtises, bah, à la rigueur, ce serait de l'incompétence, mais ce serait pas de l'incompétence parce que je suis une femme. Ok. Donc, non, moi, j'ai jamais eu à vivre ça. Je sais que c'est pas partagé par tout le monde, mais je sais que du coup, c'est possible de vivre ça et de s'épanouir dans une carrière professionnelle, même dans un monde masculin. C'est tout à Oui. fait possible. Tant mieux. J'en suis la preuve. D'accord, très bien. Eh bien, aurais-tu du coup un message à faire passer à toutes les femmes qui hésitent encore à se lancer dans ce milieu, dans le milieu de l'ingénierie de manière générale? Ouais. Alors, se lancer dans ce milieu-là, ça veut dire d'abord entreprendre ces études-là, parce que bah, c'est un métier qui est super technique, qui nécessite bah, en général une école d'ingénieur, donc une classe préparatoire, ça fait peur. Et ça fait peur notamment aux jeunes femmes. Et on constate aujourd'hui que les jeunes femmes prennent moins l'option maths typiquement au bac, et que du coup, bah, on arrive en prépa, on n'a plus que des mecs. Donc ça, c'est assez malheureux. Le message que j'aimerais leur faire passer spécifiquement, ce serait que bah, vous êtes capables, les filles. Vraiment, il y en a qu'on réussit, et je pense pas être meilleure que n'importe qui d'autre. Euh, et vous n'avez pas non plus à être meilleur que les hommes pour avoir le droit d'être là. Et je pense que c'est important à comprendre. Et vous avez toute votre place dans ce milieu-là, et plus ce sera équilibré, et moins la question se posera. Donc venez, on est de plus en plus nombreuses, et ça se passe super bien. Ouais, ça, vous êtes capable, ça c'est mon premier message. Le deuxième message, c'est que bah, c'est des positions, les métiers de l'industrie et les métiers techniques, j'ai envie de dire, c'est des métiers de pouvoir, dans le sens où c'est des choses dont on ne peut pas se permettre de se passer. Si on ne sait plus rien faire, si on n'a plus les compétences, bah, on va droit dans le mur. Et le fait d'aller dans ces métiers-là, de prendre notre place en tant que femme dans ces métiers-là, c'est aussi une manière de dire bah, vous ne pouvez pas nous écarter de la société. On a cette place, on a ce pouvoir, on a cette légitimité-là. Euh, et si on est là, bah, vous ne pourrez pas nous sortir, quoi. Et je pense que c'est important aussi de ne pas se restreindre et de ne pas se dire bon, bah, je suis peut-être pas capable, et peut-être il y a trop d'enjeux, et peut-être qu'il y a trop de responsabilités, c'est pas fait pour moi. Si, c'est fait pour vous, les filles. Vraiment, on a besoin de filles partout. Et quel que soit le milieu, je pense que la parité est bienvenue. On a besoin de tout le monde. C'est pas une question d'écarter les hommes, loin de là.
C'est une question de prendre notre place et de faire partie intégrante de la société. Donc toutes les couches et toutes les strates de la société, on a besoin de femmes chefs d'entreprise, on a besoin de femmes ingénieurs, on a besoin de femmes directrices de cabinet, tout comme on a besoin d'hommes mailloticiens, et on a besoin de cette parité un peu partout. Mais je trouve ça regrettable que les filles osent pas prendre ces positions de pouvoir, parce qu'elles sont aussi légitimes qu'un homme, et elles ont toute leur place à ces endroits-là. Très bien, je suis d'accord. Alors, je voulais te demander si tu pouvais changer quelque chose dans l'industrie ou dans la société, qu'est-ce que ça serait? Ce serait la question des besoins. Parce que en travaillant dans l'industrie, et notamment au poste où je suis aujourd'hui, je vois vraiment plein de choses très différentes, et des process dont j'avais même pas idée. Je ne savais pas comment on fabrique du PQ, aujourd'hui je sais. Par exemple, j'ai entendu parler d'une machine qui montait des sauces, de la béarnaise ou que sais-je, des sauces à, je crois que c'était 6000 bars. Un bar de pression, c'est une atmosphère. 6000 bars, c'est insensé comme pression. Il faut une énergie complètement dingue pour arriver à 6000 bars. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on monte ces sauces à 6000 bars. En même temps, on les refroidit, parce que quand on met de la pression, forcément, ça chauffe. Donc, en même temps, on refroidit. Et en fait, le fait d'appliquer cette pression, ça stérilise les sauces. Et vu qu'on refroidit en même temps, ça ne les cuit pas. Ok. Donc, dans l'industrie, aujourd'hui, on dépense une énergie pharaonique pour stériliser des sauces. Donc, une question que j'aimerais qu'il soit un peu plus intégrée dans la consommation de tout un chacun et dans le débat public, ce serait la question du besoin. De quoi est-ce qu'on a besoin en tant que société? Est-ce qu'on a besoin de sauces stérilisées à 6000 bars? Ou est-ce qu'on a besoin de mettre cette énergie? Parce que je pense vraiment qu'on a besoin de l'industrie pour optimiser des process, et puis on a besoin de l'industrie pour fonctionner. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre toute cette ingénierie et toute cette énergie et tout ce jus de cerveau dans des choses un peu plus utiles que ça? Ok. Voilà, donc la question du besoin, c'est quand j'achète un truc, est-ce que j'en ai besoin? Quand la réponse, une fois sur deux, c'est non, je pense qu'il y a des choses à faire. Et est-ce que quand on fait des projets industriels, on a besoin de monter des sauces à 6000 bars, ou est-ce qu'on a besoin de faire ça pour des applications médicales, par exemple? Voilà, la question du besoin, j'aimerais qu'elle soit un peu plus au centre des consciences et du débat. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde. D'accord, et ben c'est très très bien. Est-ce que tu aurais une recommandation qui t'a inspiré récemment, comme un livre, un podcast, un article, un film? Tu nous as déjà fait une petite recommandation au Ouais, début. ouais, j'en ai une. Pour ceux qui aiment les sciences, moi je me posais la question à un moment, quand j'étais à Lyon, de comment est-ce que je pouvais. Donc les sciences m'intéressaient toujours, mais j'étais là en mode, j'ai fait des études scientifiques, je sais plus trop, comment avancer en sciences. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer de progresser en sciences? Et il y a un podcast de France Culture qui est vachement bien là-dessus, qui s'appelle La Science CQFD. Le nom est rigolo. Et en gros, c'est chaque jour, ils prennent 1 heure pour parler d'un sujet avec des experts du sujet. Donc c'est vraiment des experts du domaine à chaque fois qui parlent de leur métier, de leur domaine, de leur projet, de leur parcours. Parfois, c'est des entretiens. Il y a un peu quelques émissions sur la science-fiction aussi. Ok. Donc voilà, si vous souhaitez approfondir un sujet, même ponctuellement, je sais que pendant le Covid, j'avais réécouté l'émission sur les virus pour essayer de me faire essayer de comprendre un peu de quoi il retournait. Donc ouais, le podcast La Science CQFD sur France Culture, chaque jour à 16 h, et en podcast sur l'appli Radio France. Ok, ben parfait. Et donc la dernière question pour ce podcast, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent et veulent changer les choses? C'est un peu la même question que tout à l'heure, j'ai l'impression. C'est si vous voulez changer les choses, faites-le pas par contrainte. Ayez envie de le faire, et faites ce qui vous fait plaisir, dans le sens où des causes, on en trouvera toujours plein.
Faites quelque chose qui vous passionne. Défendez pas la cause des femmes si c'est pas quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être attaquer la question des déchets si c'est ça que vous préférez, attaquer la question de l'énergie, attaquer la question de la circulation en ville, que sais-je. Il y en a plein des causes. Donc si vous voulez faire bouger les choses, faites quelque chose qui vous intéresse. Sinon, C'est marrant parce que cette semaine, il y a 2 jours, je crois, j'ai dit à quelqu'un, il y a des tonnes de combats et faut choisir le sien, mais tu peux pas demander aux autres de se battre pour tes combats puisque chacun a ses propres combats du fait de ses expériences. On n'a pas tous les mêmes sensibilités et ça demande trop d'énergie déjà de s'investir dans un truc à fond. C'est ça. On peut pas être partout. Oui. Et puis il faut penser à soi, il faut pas s'épuiser pour les autres non plus. Enfin, il y a cet équilibre-là à trouver. Ouais, allez-y, mais allez-y à votre rythme, avec l'énergie que vous avez disponible pour y aller. Si vous avez 1 heure par mois, vous avez 1 heure par mois et c'est déjà super. Eh ben, merci beaucoup pour ton message. Avec plaisir. Merci d'avoir été là et de nous avoir parlé de ton parcours, etc. Et on se retrouve au prochain épisode du podcast. À bientôt.